Salut les gars, je suis Anne-Laure Baratin et vous écoutez le podcast Genre de fille. Chaque semaine, je reçois une fille unique en son genre pour parler sans tabou de mission de vie, de galère, de déclic ou non, de féminin, de maternité ou pas, tout ça, tout ça. Par leur parcours, leur engagement et leur choix de vie, elles m'ont bluffé et j'ai à cœur de vous les faire découvrir. Je sais qu'elles vous inspireront. J'espère maintenant que leur parole vous permettra d'avancer, de choisir, de décider. Et maintenant, place à l'épisode du jour. Bonne écoute! Cet épisode a été rendu possible grâce à Baratin, etc. Baratin, etc., c'est l'agence de création édito qui donne de la voix aux femmes et qui accompagne des entreprises engagées s'adressant à elles. Aujourd'hui, au micro de Genre de Fille et pour débuter 2022, je reçois Stéphanie Jiquel. Stéphanie est exploratrice, aventurière et sportive de l'extrême. Et avant ça, elle était avocate en fusion-acquisition. Oui, oui, tout est normal. Elle détient le record du plus grand raid à ski réalisé par une femme en Antarctique. En 2015, elle a parcouru plus de 2000 km en 74 jours en affrontant des conditions extrêmes, comme vous pouvez vous en douter. Elle est aussi la première Française à avoir couru un marathon autour du pôle Nord par moins 30 degrés. Et oui, dans la même phrase, vous avez bien entendu marathon, pôle Nord et logiquement moins 30 degrés. Alors, on n'est plus dans le normal, mais dans une volonté et une persévérance hors du commun. Alors, si vous manquez de motivation en ce moment, allez, on lâche cette boîte de marron glacé. J'ai dit on lâche. Ou tout simplement, si vous voulez peler dans votre appart à cause du froid, tout en pestant contre le Covid et les fermetures de classe, écoutez Stéphanie. Bonjour Stéphanie, je suis ravie de te recevoir au micro de Genre de Fille. Comment vas-tu? Bonjour Anne-Laure, ça va très bien et toi? Eh ben écoute, ça va, merci. En tout cas, c'est ce que je t'expliquais en introduction. Il y a une de mes sœurs qui est extrêmement fan de ton parcours et je pense que ça va être une des premières à écouter l'épisode. Je suis très contente que tu aies accepté de répondre à nos questions. Alors la première, même si j'expliquais un peu tous tes accomplissements dans l'introduction du podcast, est-ce que tu peux nous dire comment on passe d'avocate en fusion-acquisition à exploratrice? C'est un long cheminement. Ouais. Je suis effectivement aujourd'hui sportive de l'extrême. Donc je réalise des expéditions et puis je suis aussi sportive de haut niveau, membre de l'équipe de France en ultrafond. Et j'ai un parcours qui est assez diversifié et peut-être différent de celui d'autres sportifs de haut niveau ou sportifs aventuriers, puisque j'ai évolué effectivement pendant une dizaine d'années en cabinet d'avocat en fusion-acquisition et private equity. Ouais. J'ai eu ce rêve de voyager, depuis toute petite. C'était quelque chose qui, était très, très, ancré en moi. Pourquoi? Parce que je n'ai pas, voyagé quand j'étais jeune et je crois que j'ai toujours été attirée, par ce que je ne connaissais pas. Donc le voyage m'attirait et j'ai mis, en œuvre, au fur et à mesure de ma vie, tout ce qui, me permettrait, un jour d'atteindre mon rêve. Et donc la première étape pour moi, c'était les études parce que je ne voyais pas d'autre moyen, de voyager que de commencer par des études pour, acquérir les clés qui me permettraient, d'entreprendre et d'inventer ma vie et notamment de pouvoir voyager autour du monde. Et d'abord, la première étape, ça passait aussi par Paris. Donc j'ai tout mis sur les études et j'ai découvert, l'existence d'écoles de commerce quand j'étais jeune, quand j'étais, au collège. Là, je me suis dit: «Waouh, ça a l'air génial, ça va me permettre, d'atteindre mon rêve». Parce que les écoles de commerce semblaient être, un parcours assez, ouvert et un parcours qui donne des clés. Donc ça m'a beaucoup plu. En plus, ces écoles, la plupart d'entre elles, en tout cas celles dont on parlait, étaient sur Paris. Donc pour moi, c'était aussi, l'occasion d'aller sur Paris. Mais c'est un projet qui me semblait fou quand j'étais au collège parce que, ça me semblait tellement, éloigné, de mon point de départ que ça me semblait, totalement inaccessible et finalement assez fou et aussi fou que quelques années plus tard, ce projet de parcourir l'Antarctique ou bien, ensuite de devenir, sportif de haut niveau. Donc tout ce qui nous semble finalement, éloigné de notre point de départ nous semble fou et au final, peu importe le point de départ, peu importe l'objectif, tout est vraiment, relatif et subjectif et dans mon cas, faire une école de commerce, c'était vraiment un projet, très ambitieux et puis à force de travail, donc j'ai vraiment tout misé sur les études. À force de travail, j'ai intégré une école de commerce. Puis ensuite, j'ai commencé à travailler, dans le domaine, du droit, donc j'ai fait des stages dans le domaine du droit, puis j'ai commencé à travailler dans ce domaine-là, tout d'abord pour, rembourser mes prêts, d'étudiants, pour, Ouais. financer mes premiers projets, de voyage, puis ensuite d'expédition et puis aussi parce que ça me plaisait. En fait, je crois que ce qui m'a toujours,
qui m'a toujours, animée, ce qui a fait que j'ai fait tel ou tel choix dans ma vie, dans ma carrière, c'est que, je suis très curieuse, et donc quand je teste quelque chose qui me plaît beaucoup, j'ai envie d'aller, au bout des choses. Et quand j'ai testé, le droit, en stage, j'ai beaucoup aimé cette discipline et j'ai eu envie, d'aller voir un petit peu plus, près, ce qu'était le droit, notamment le droit des affaires, parce que je percevais bien que ça me permettrait de mieux comprendre le monde économique, donc ça m'offrirait, encore plus de clés pour pouvoir, entreprendre mes propres projets, mais ça me permettrait aussi, finalement de découvrir un certain monde, parce que le monde, c'est pas uniquement, les voyages, c'est pas uniquement, l'aspect, géographique des choses, mais c'est aussi, ce que l'homme a construit, et le monde économique, en fait partie. Et donc pour moi, ça me permettait finalement de commencer à m'aventurer. C'est une aventure comme une autre. C'est pourquoi je suis restée, aussi longtemps dans le domaine du droit en cabinet d'avocat d'affaires. Et puis, quand j'ai, atteint, ce que je souhaitais atteindre, j'ai eu envie, ensuite de changement, et puis, d'aller, explorer, en particulier, les régions polaires, et j'ai eu envie aussi, de pratiquer un peu plus le sport jusqu'à le pratiquer, à haut niveau. Et est-ce que tu as eu un déclic? Est-ce qu'il y a eu un moment, est-ce que tu te souviens du moment où tu t'es dit justement, «Allez, je j'ai envie de parcourir l'Antarctique»? Ou est-ce que ça s'est fait progressivement? Ça s'est fait très progressivement. Alors c'est vrai qu'il y a eu un jour où, j'ai eu cette idée folle, de parcourir l'Antarctique sur, plus de 2 000 kilomètres Tu te sans souviens de voile de ce traction. moment-là quand même? Ah oui, ça je m'en souviens très, très bien. Je me souviens de ce moment où j'ai eu, cette idée, cette envie. Maintenant, j'avais déjà, été en Antarctique. J'avais déjà été, au Svalbard à plusieurs, reprises. J'avais déjà été en Norvège. J'avais déjà eu un contact avec les régions polaires. Je ne me souviens pas précisément, de ce qui a fait que j'ai eu très envie, d'aller explorer, les déserts polaires plus que les déserts chauds, même si, j'avais déjà eu l'occasion, en amont, d'aller dans des déserts un peu plus chauds. Je crois que ça cette envie de parcourir les déserts, elle s'est construite, elle est vraiment, apparue progressivement au fur et à mesure des voyages. Maintenant, je me souviens, par contre, très précisément, du jour où j'ai eu, cette envie, d'aller parcourir l'Antarctique et de réaliser, cette expédition de 2 045 kilomètres. Ça, pour le coup, c'est arrivé un jour, et cette idée ensuite ne m'a plus jamais quittée. Par contre, je crois bien que, cette envie de, parcourir les déserts polaires, cette envie, d'être au plus près de la nature, cette envie de voyager, c'est quelque chose qui s'est construit très progressivement, qui a commencé, dans l'enfance, et qui ensuite, est devenu, de plus en plus, on va dire de plus en plus, fort quand, j'ai commencé à faire des road trips, puis ensuite à parcourir, les déserts à pied, quand j'étais en école de commerce. On va expliquer un peu aux auditrices et aux auditeurs ce que c'est de parcourir l'Antarctique sans voile de traction. Parce qu'en fait, c'est quelque chose qui, il me semble, n'avait jamais été fait. Le fait de parcourir ce continent sans voile de traction. Ça avait déjà été fait, mais sur des distances plus courtes. D'accord. C'est la première fois que, on se lançait sur, plus de 2 000 kilomètres à ski, sans voile de traction. Aucune femme n'avait, réalisé, une expédition aussi longue avec ce moyen de progression, et c'est ça qui était assez fou, c'est que, au début, quand, j'ai eu l'idée, je pensais parcourir une distance plus courte, et puis, des problématiques de financement m'ont amenée, à construire un projet, d'expédition sur, plus de 2 000 kilomètres, et toutes les bases logistiques, qui se trouvent en Antarctique, qui sont, support d'expédition, trouvaient le projet complètement fou, et on me disait que c'était absolument, impossible, puisqu'on a un délai limité pour parcourir ces régions polaires, et le délai, il est limité, principalement en raison du transport, hein, Ouais. il faut rendre sur le continent antarctique, pouvoir en sortir, et en dehors de l'été austral, il n'y a plus de liaison avec, l'Antarctique, de liaison, régulière. Donc c'était une contrainte de temps qui était quand même très forte, et qui fait que, les expéditions longues, et là c'est une expédition très longue, plus de 2 000 kilomètres à pied sans voile de traction, c'est long parce qu'on progresse à 2,5-3 km/h. Donc on peut parcourir, grand maximum 40-50 kilomètres par jour. En général, on est plutôt aux alentours de 25 ou 30 kilomètres par jour, parce que, on est, confronté, à des vagues de glace, à des crevasses,
à du brouillard blanc qui empêche toute visibilité et donc qui ne permet pas une progression rapide. Donc 2000 kilomètres, c'est vraiment beaucoup. Et donc, c'est pourquoi la plupart des explorateurs utilisent une voile de traction de manière à pouvoir parcourir 100, 150, 200 kilomètres par jour et être moins contraint par cette question de temps et de transport, pouvoir rejoindre l'Antarctique et en sortir. Parce qu'en fait, quand tu parles des problèmes de financement, c'est qu'en gros, quand tu dis à des potentiels sponsors: «Moi, je vais traverser l'Antarctique sans voile de traction», en gros, ils te disent: «Non, c'est pas possible», enfin, c'est ça, en fait? C'est qu'ils étaient pas OK pour te suivre dans ce projet au début? Oui, c'est compliqué de trouver des Ouais. financements. En France, les expéditions polaires ne sont pas très connues. D'accord. Plus d'engouement pour les expéditions polaires au UK, par exemple, ou dans les pays nordiques, au Ouais. Canada. Par contre, en France, c'est quelque chose qui est moins répandu, qui est moins connu. Voilà, on n'a pas cette culture du ski de randonnée nordique, du ski nordique, des expéditions polaires. Donc c'est plus difficile de convaincre des partenaires. C'est encore plus difficile quand vous êtes une femme, parce que, bah, on imagine beaucoup plus, des hommes, des Maïcornes parcourir l'Antarctique, que des femmes. Et moi, quand j'ai tenté cette expédition, et que je suis, arrivée au bout de cette expédition, Maïcorne n'avait pas encore réalisé la sienne à travers l'Antarctique, mais ça paraissait plus logique, finalement pour, des partenaires potentiels, qu'un tel homme puisse parcourir l'Antarctique. Par contre, qu'une femme toute menue puisse le faire, ça paraissait beaucoup plus, improbable. Ouais. J'ai changé dans mon parcours aussi, j'ai évolué pendant près de 10 ans, comme j'ai indiqué tout à l'heure, dans le domaine du droit en cabinet d'avocat. Donc ça paraissait, encore plus fou, pour quelqu'un qui vient d'un autre monde de pouvoir, atteindre un objectif, élevé, dans l'univers dans lequel, il évolue, actuellement. Et ça, c'est très français aussi, c'est-à-dire que, on conçoit mal que, l'on puisse, changer et que l'on puisse atteindre des objectifs ambitieux, élevés, dans un nouvel environnement dans lequel on évolue. Et donc j'ai été confrontée aussi à ce type de frein parce que, il faut tellement de temps pour atteindre certains objectifs, que, on peut penser parfois qu'il faut toute une vie. Et donc on peut être, on va dire, frileux, quant au fait de suivre quelqu'un qui va évoluer un petit peu plus vite, qui va atteindre des objectifs ambitieux dans un domaine, dans lequel, il évolue depuis, 10 ans et non pas 25, 30 ans. Donc on rencontre aussi ce type de frein quand on cherche des partenaires. Et puis, le projet, étant totalement fou puisqu'il s'agit aujourd'hui d'un record du monde, hein, qui n'a toujours pas été amélioré, bah, c'est d'autant plus, difficile d'avoir des partenaires et de convaincre, que, certes, ça n'a jamais été fait sur telle distance, mais peut-être que, ça le sera et peut-être que je pourrai le faire, et que ce sera dans le cadre de cette expédition. Donc tout ça rend effectivement la recherche de financement, difficile. J'avais, atteint mon objectif de financement, quelques, mois avant, de partir pour cette expédition. Puis un partenaire m'a lâché à quelques semaines du départ, Oh là là, mais pour heu quelle raison? Pour quelle raison? parce qu'il avait peur que je décède en Antarctique. Alors il faut D'accord. savoir que explorateurs, sont, décédés, que ce soit en Antarctique et encore récemment, au Groenland. Je pense notamment à un explorateur avec qui, j'avais eu l'occasion de m'entraîner qui s'appelle, Dixie Dancercoer et qui est, décédé malheureusement, en début d'année, 2021. En Antarctique aussi, des expéditions, engagées qui n'ont pas pu, arriver, à leur terme. Et certains protagonistes ont laissé leur vie dans ces expéditions. Et encore récemment et même après mon retour, il y a eu des décès en Antarctique. Ouais. Donc certains, partenaires être, effectivement, frileux à l'idée que leur image de marque soit associée, éventuellement à un décès sur le continent. Et donc un partenaire m'a lâché à quelques semaines du départ. Donc j'ai dû, contracter, un emprunt. Alors ça n'a pas été, forcément, plus facile de trouver une banque, que de trouver un partenaire, mais j'ai pu trouver une banque. Et donc j'ai, réuni un budget qui m'a permis, d'être, déposée, sur la côte du continent antarctique, mais déposée, plus près d'une base puisque je n'avais pas les moyens,
d'être déposée sur la barrière de Ross comme je l'aurais souhaité, puisque c'était trop loin de bases scientifiques. Et donc, en étant déposée plus près d'une base pour pouvoir partir en dehors des limites du continent, donc sur une barrière de glace, atteindre le pôle sud et rejoindre à nouveau un autre point sur une barrière de glace, donc en dehors des limites du continent. Il m'a fallu parcourir plus de 2000 kilomètres. Donc, je me suis retrouvée à faire une expédition plus longue en raison des contraintes financières. Et c'est cette expédition qui, aujourd'hui, est la plus longue expédition réalisée par une femme en Antarctique à ski sans voile de crampons. Je me suis retrouvée finalement à faire un record du monde, alors Ouais. que ce n'était pas initialement. Et alors, j'aimerais qu'on parle un peu de l'Antarctique, justement, parce qu'en fait, tu as été très marquée par ta première expérience là-bas. Et justement, c'était lors de cette de ce second passage, je ne sais pas comment on peut dire. En fait, tu voulais découvrir l'intérieur de ce continent de glace. J'ai lu que tu disais que tu trouvais ça attirant. Et en fait, qu'est-ce qui te fascine en fait dans l'Antarctique quand nous, en tout cas, de personnes lambda, il n'y a pas de faune, il n'y a pas de flore, on a l'impression que c'est des étendues glacées à perte de vue. Qu'est-ce qui te fascine là-bas? Je crois que ce qui m'a fascinée dès ma première expérience en Antarctique, c'est l'inconnu. Et puis, c'est ce mélange de beauté, mais aussi d'hostilité, de puissance. J'étais très intriguée par ce qu'il pouvait y avoir derrière les montagnes qui longent les côtes du continent antarctique. Donc, ma première expérience en Antarctique, c'était sur les côtes. Et j'ai eu très envie de voir ce qu'il y avait derrière ces montagnes parce que c'était très intriguant, c'était très puissant, c'était un peu énigmatique. Et on voyait bien que c'était un continent désert, un continent immense, on le sent quand on est sur les côtes de ce continent. Mais en même temps, cette puissance, cette hostilité, elle nous attire. Alors c'est très très difficile à exprimer et j'avoue que je n'ai pas forcément tous les mots pour pouvoir exprimer ce que je ressens au cœur de ce continent et ce qui m'a attirée. Et d'ailleurs, les premiers explorateurs qui ont mis les pieds sur le continent antarctique au début du XXe siècle ont aussi beaucoup de difficultés à exprimer ce qui les attire. Ils Ouais. parlent d'attirance qui est très forte, peut-être parce que c'est finalement cet inconnu, c'est le fait qu'on ne sait pas ce qu'il y a derrière, on ne sait pas, il y a peu d'images qui circulent sur l'Antarctique, peu de vidéos, encore moins de vidéos. C'est un continent qui est très peu décrit dans les ouvrages de géographie. C'est un continent qui est encore inexploré pour 90% de sa surface. Et je crois que c'est tout ça qui fait qu'on a très, très envie d'y aller. Et quand on quitte ce continent, on n'a qu'une envie, c'est y retourner. C'est ce que ressentaient les premiers explorateurs et c'est ce que j'ai ressenti aussi en y allant à plusieurs reprises. C'est cette déception en partant, c'est cette inquiétude de ne jamais pouvoir remettre les pieds sur ce continent et cet attachement très, très fort. Donc il y a, je pense, une forme de puissance et puis une forme de beauté. Et on sent aussi qu'on est très fragile, qu'on est tout petit par rapport à la puissance de la nature. Et ça aussi, je crois que c'est très attirant. Et puis, je crois que quand on est au cœur de l'Antarctique, c'est un peu comme si on était sur Terre avant que l'homme n'ait adapté l'environnement tout autour pour son confort, puisqu'il n'y a rien sur le continent antarctique, hormis quelques bases. Et ça, c'est très attirant aussi, je crois, de voir la Terre telle qu'elle aurait pu être si elle n'avait pas été habitée par l'homme. Je crois que c'est tout ça qui attire en Antarctique. Après, j'ai peut-être aussi une passion pour le froid, une prédisposition pour le froid. Ouais. Quand je suis allée là-bas, j'ai été attirée parce que peut-être que mon corps est fait pour le froid plus que d'autres corps. Ça, c'est possible aussi. Donc, il y a un petit peu de tout ça, je pense, mais je n'ai pas toutes les réponses et aucun explorateur qui est allé là-bas n'a toutes les réponses finalement. C'est très, peut-être de l'ordre de l'intime ou quelque chose de très fort et c'est difficile à décrire, je crois aussi. Qu'est-ce qui a été le plus dur pour toi lors de cette traversée de l'Antarctique? Et est-ce qu'il y a un élément que tu avais sous-estimé lors de ta préparation? J'avais énormément préparé. Je m'étais préparée, déjà à tout ce que je connaissais, c'est-à-dire le grand froid. J'ai fait pas mal d'entraînements, en chambre froide, en chambre de cryothérapie, par -30 degrés, par -35 degrés. J'étais allée régulièrement au Svalbard pour tester tous les équipements. Donc j'avais énormément préparé. Je crois que quand on part sur ce type de projet, on sait qu'il y a des risques, mais l'objectif de la préparation, c'est de limiter les risques au maximum.
Maintenant par rapport à d'autres, projets, des projets entrepreneuriaux, des projets, éditoriaux ou autres, c'est certain et on ne va pas le nier qu'il y a plus de risques, de ne pas revenir de ce type de projet, c'est sûr. Donc ça, on le sait quand on part. Quand je suis partie sur, cette, aventure, j'avais conscience que peut-être je n'en reviendrai pas. Donc ça, c'est très fort quand, vous partez d'abord pour le Chili, puis, ensuite pour l'Antarctique. Vous n'êtes pas sûr qu'un jour, vous prendrez, le vol retour. Donc, vous Ouais, n'avez même pas de date de retour. Vous ne savez pas quand est-ce que ça sera. J'avais, écrit aussi, une lettre pour mes proches au cas où je ne revienne pas. Donc, c'était quand même assez fort comme départ d'expédition. C'est très différent, d'autres expéditions que j'avais pu connaître, au Svalbard ou au Groenland où je partais pour 3 ou 4 semaines. Mais je n'avais pas cette, conscience aussi forte, que peut-être je pourrais ne pas en revenir parce que les expéditions étaient beaucoup moins engagées. Là, c'était vraiment très, très engagé, donc c'est vraiment une grande différence. Maintenant, j'ai mis, plusieurs années pour préparer ce projet. J'ai essayé de me préparer à tout, me préparer, aux vagues de glace qu'il faut, contourner ou bien, franchir parfois, au risque de casser les skis. Ce sont des vagues qui sont créées par le vent, qui font, 50 centimètres, 1 mètre de haut. Je m'étais préparée, donc au froid naturellement. Je m'étais préparée, à tracter une charge lourde, qui pèse plus que mon poids de corps. Je m'étais préparée aussi à affronter, 8 heures, 10 heures, 12 heures, jusqu'à 16 heures de marche par jour, donc par des entraînements, très spécifiques, beaucoup d'endurance, beaucoup de ski de randonnée, beaucoup de ski de fond. Maintenant, c'est une expédition qui dure près de 3 mois, qui se réalise dans des conditions extrêmes. Il y a des choses que vous ne pouvez pas préparer. J'ai été confrontée, à la faim. Je ouais, pesais 9 kilogrammes, en fin d'expédition et ça, vous ne pouvez pas le préparer parce que vous êtes dans une situation, qui est, une situation très limite, hein. Vous êtes vraiment, hem, aux limites, biologiques de ce que l'homme peut endurer et vous ne pouvez pas vous mettre dans cette situation dans un entraînement. Mais c'est exactement la même chose dans le sport de haut niveau, c'est que vous vous préparez à subir, des choses nouvelles, durant, la compétition parce que vous allez chercher un record, donc vous allez mettre le corps dans une situation qu'il n'a jamais connue. Vous essayez de vous préparer à cette situation, mais évidemment le jour J, comme vous allez au-delà de ce que vous avez, réalisé à l'entraînement, vous allez au-delà de ce que vous avez réalisé, dans d'autres, projets d'expédition, vous êtes forcément confronté à l'inconnu. C'est ce que j'appelle l'aventure et donc vous allez forcément un tout petit peu plus loin et ça, c'est quand même difficile à préparer. Vous pouvez le préparer mentalement avec beaucoup de travail de visualisation. Donc je visualisais, les obstacles que je connaissais, mais je visualisais aussi le fait que j'allais être, confrontée à des, obstacles que je ne connais pas. Donc ça c'est quelque chose que j'ai beaucoup fait durant la préparation. Mais forcément le jour J, comme dans le sport de haut niveau, il y a un moment donné où quand vous allez chercher une performance que vous n'avez jamais atteinte, vous êtes face à l'inconnu et c'est ce que j'ai, connu, à travers l'Antarctique, notamment avec la faim qui m'a, vraiment épuisée, les carences en sommeil aussi puisque en fin d'expédition, je marchais jusqu'à 16 heures par jour, donc je dormais, très, très peu. J'aurais du mal à dire si, les carences en sommeil sont beaucoup plus, nuisibles, que les carences, alimentaires. C'est à peu près du même ordre, hein. C'est très, très, les conséquences sont plutôt, néfastes pour le corps humain et donc ça a un impact aussi, sur le mental, sur notre capacité, à réfléchir, à la stratégie de course. tu avais des hallucinations aussi, il me semble, non? Ouais, et qui sont liées aux carences en sommeil principalement et aussi, aux carences nutritionnelles puisque je voyais des gâteaux, des meringues, glaces. Je rêvais aussi de pâtes au fromage, donc je rêvais de gras et ça arrive à tous les explorateurs. Je me souviens de Jean-Louis Etienne qui rêvait de plaques de beurre, parce on est carencé en sommeil et on est extrêmement fatigué, épuisé et puis, carencé aussi en aliments donc on rêve de ces aliments et même si on est carencé en sommeil, on se réveille la nuit parce qu'on a faim, donc Ouais. c'est un mélange de beaucoup de choses, hein. C'est clair que c'est très engagé, c'est très extrême et ça vous ne pouvez pas le vivre à l'entraînement. Vous pouvez vous préparer à marcher, 8 heures, 16 heures par jour à force de travailler l'endurance. Vous pouvez préparer votre corps, d'un point de vue donc force, puissance,
et vous pouvez préparer l'endurance, mais il y a des choses qui sont tellement extrêmes que vous ne pouvez les vivre que le jour de la performance. C'est justement pour ça que vous réalisez un record et ça, c'est vrai dans toutes les performances que l'on fait. Il y a un moment donné où, on va chercher un peu au-delà et là, on est face à l'inconnu et ça, en général, on n'a pas vraiment sous-estimé parce qu'on sait qu'on va être confronté à cela, mais comme on ne l'a pas encore vécu, on ne peut pas totalement, visualiser ce que cela va être. On peut visualiser que l'on sera dans l'inconnu, mais on ne peut pas savoir, la sensation que l'on va éprouver. La sensation de faim, on ne peut la connaître que quand on l'a vécue et on sait que ça va faire mal, on sait qu'on va probablement être confronté à cette situation, mais on ne peut pas savoir quelle est la sensation que cela fait dans le corps tant qu'on ne l'a pas vécu et c'est ça qui rend difficile, à la fois le travail de visualisation et puis le travail de préparation en amont. Et quand on part sur une expédition, en général, ce que l'on fait, c'est que, si on veut réaliser quelque chose qui n'a pas encore été réalisé, on y va progressivement. C'est-à-dire qu'on on cherche à atteindre une distance qui va être, 200-300 kilomètres, supérieure à ce qu'a réalisé une expédition passée. On va, partir avec un nouveau moyen de progression, mais il ne faut pas qu'il soit non plus trop innovant. Donc on y va progressivement parce que si vous cherchez à atteindre un objectif qui est beaucoup trop ambitieux par rapport aux expéditions précédentes, c'est la même chose dans le sport de haut niveau. Si la performance que vous voulez atteindre est beaucoup trop ambitieuse par rapport aux performances réalisées par le passé par d'autres sportifs, là le risque c'est de ne pas atteindre l'objectif et en matière d'expédition, le risque c'est de ne pas en revenir. Donc on y va vraiment, progressivement. C'est pourquoi il y a des expéditions qui n'ont toujours pas été réalisées en Antarctique, 6 000 kilomètres à pied sans voile de traction, c'est quelque chose qui n'a jamais été fait, qui ne pourra pas être fait, dans les années qui viennent parce que ce serait trop ambitieux par rapport aux expéditions passées. Donc il faut, y aller progressivement, peut-être, trouver des moyens de progresser, durant, la nuit polaire, parce qu'évidemment, ce serait une expédition qui nécessiterait, beaucoup plus que 3 mois et qui donc nécessiterait, de rester, en Antarctique, durant, la nuit australe quand il fait, -50, -60, -70 degrés. Le -50 degrés, moi je l'ai connu pendant 10 jours déjà durant l'été austral, c'était, quelque chose de très difficile à vivre, hein. Ouais. On est en situation de survie dans ces moments-là, donc le vivre, durant, plusieurs semaines, en pleine nuit polaire, alors là, ça serait encore autre chose et l'homme n'est pas prêt aujourd'hui à affronter, de telles expéditions. Donc il faut vraiment y aller progressivement, quand on cherche à aller un petit peu plus loin, à explorer, hein. L'exploration, c'est vraiment ça, c'est aller un petit peu plus loin de ce qui a déjà été fait, pour apporter un peu plus de connaissances et progresser, faire en sorte que l'on progresse humainement, hein, tout simplement, faire en sorte que l'homme devienne peut-être, un petit peu plus fort et puis savoir aussi comment il est capable de s'adapter, avoir un peu plus de connaissances, à la fois sur l'homme et sur, la planète sur laquelle on vit. Mais tout ça, ça nécessite d'y aller avec, vraiment, beaucoup de minutie et faire en sorte que les performances soient réalisées progressivement, et pas vouloir aller trop loin, trop vite. C'est le plus important, je pense. Oui, parce que tu insistes aussi souvent, sur la préparation, le temps que cela prend. Parce que toi, tu as l'impression qu'on parle, uniquement des paillettes et de l'exploit en lui-même. Enfin, c'est quelque chose que j'ai noté un peu dans tes interventions dans les médias, en fait. C'est que, tu dis que tout ça, ça prend du temps. Ouais, c'est quelque chose, vraiment qui me tient à cœur, de parler de cela, le fait qu'il faut beaucoup, beaucoup de temps. Je suis, souvent, en relation avec des entrepreneurs. Je suis, marraine d'un réseau qui s'appelle, Femmes des territoires, un réseau d'entrepreneurs et de porteuses de projets. J'interviens régulièrement, dans des forums tels que les salons des entrepreneurs, tels que l'Institut du mentorat entrepreneurial, l'événement organisé aussi par BPI tous les ans au mois d'octobre. Ce sont des rencontres que j'affectionne tout particulièrement. Enfin, le point commun entre les entrepreneurs et puis, ce que l'on peut vivre en tant que sportif de haut niveau ou explorateur, c'est ce rapport au temps. C'est que, bien souvent, on ne voit que les réalisations, et c'est vrai des entrepreneurs, on voit les entreprises, qui, sont, successful, et puis, les entrepreneurs qui ont réussi. Mais ce qu'on oublie bien trop souvent, c'est qu'il y a tout un chemin avant, d'atteindre ces performances.
On dit souvent qu'il faut 10 ans pour devenir champion du jour au lendemain, et j'aime beaucoup cette formule parce que c'est vrai, parce qu'il faut beaucoup de temps, parce que, on ne peut pas atteindre une performance du jour au lendemain, et bien souvent quand, on voit les réalisations, que ce soit sur les réseaux sociaux, dans les médias, on a cette impression que, un tel ou un tel a pu réussir du jour au lendemain, et je trouve que cette, impression qui est donnée, elle est néfaste parce elle peut freiner, d'autres ambitions. Elle peut donner l'impression que si on ne parvient pas à atteindre son objectif du jour au lendemain, c'est qu'on n'est pas fait pour, ce projet, alors qu'en réalité, toute personne a mis beaucoup de temps pour atteindre l'objectif, et que si, on met soi-même beaucoup de temps, en réalité, c'est tout à fait normal. Je rencontre parfois certains entrepreneurs qui ont l'impression de ne pas réussir parce qu'ils n'ont pas réussi tout de suite, alors que, c'est tout à fait normal, et finalement les autres entrepreneurs, qui vont les inspirer, qu'ils vont, prendre comme modèle, ils ont mis aussi beaucoup de temps pour atteindre leur objectif et réussir. Donc je crois que la question du temps, c'est quelque chose qu'il faut accepter. D'ailleurs, je pense que c'est des principales, c'est un des principaux facteurs de réussite, accepter ce temps long. Je crois que si je n'avais pas accepté, que cela prend, plusieurs années, avant de monter une expédition, si je n'acceptais pas aujourd'hui qu'il faut plusieurs années, pour réaliser des records dans le sport de haut niveau, j'ai certains objectifs, à moyen terme, mais je sais qu'il va me falloir encore, plusieurs années pour les atteindre. Je crois que si je n'avais pas cette, acceptation du temps long, cette forme de patience, je crois qu'il y a beaucoup d'objectifs que je n'aurais jamais atteints. Vraiment, j'insiste sur cette, notion de temps long. On le voit trop peu, on voit trop peu les moments de doute, on voit trop peu, ces moments parfois de galère, ces moments de travail, ces années où, on ne prend pas de vacances parce qu'on est à fond sur son projet, ces moments où on y croit, et puis ces moments où on n'y croit plus, ces moments aussi d'isolement parce que, quand on travaille à fond sur un projet, parfois, on voit moins ses proches, on a tendance, à ne plus dormir, à travailler, jour et nuit sur ces missions, et tout cela, c'est ce qu'on ne voit pas. Souvent, tendance à vouloir, raccourcir les choses et voir, un point de départ et puis un point d'arrivée, sans voir ce qu'il y a entre les 2. Mais entre, une, avocate, qui, travaille, en cabinet, 10, 12, 15 heures par jour, et une exploratrice, qui, parcourt plus de 2 000 kilomètres à travers l'Antarctique, il y a un très long chemin. Il y a beaucoup de moments de doute, il y a beaucoup, de remise en question, il y a énormément, de travail, on ne le voit pas, et je trouve que c'est dommage parce que, c'est un premier frein que l'on se met à soi-même quand, on a l'impression que, on ne réussit pas ou qu'on n'est pas fait pour telle ou telle mission parce qu'on n'a pas réussi du premier coup. C'est un frein, que l'on se met, soi-même, on s'auto-censure. Alors que si on acceptait que ça prenne du temps, on serait, en meilleure disposition pour, pouvoir un jour atteindre, son objectif. Je crois que ça va de pair aussi avec cette impression parfois que, c'est plus facile pour les autres, que, il faut à tout prix avoir tel ou tel point de départ pour atteindre, tel objectif. J'ai, souvent, à cœur de dire que non, il n'est pas, nécessaire, d'avoir grandi dans un univers, de sportif aventurier pour un jour devenir, sportif aventurier soi-même. Il n'est pas nécessaire d'avoir grandi en montagne pour, ensuite, aller, arpenter les déserts polaires ou les sommets. C'est avant tout une question d'envie, et je crois même que quand le point de départ est très éloigné, c'est une chance parce que, on remet tout à plat, on remet tout en cause, on pose les bonnes questions, rien ne va de soi, rien n'est évident, on questionne la norme, et donc on est peut-être même plus à même à, quelque part à poser les bonnes questions, à se préparer, à limiter les risques, parce qu'on part du principe, quand on démarre l'aventure, qu'on ne sait rien, qu'on a tout à apprendre. On a un regard nouveau, et au final, on apprend beaucoup plus sur soi aussi. Donc je pense au contraire que c'est une chance, et donc cette notion de temps long, et accepter aussi, qu'un point de départ puisse être très éloigné d'un point d'arrivée. Je crois que ces 2 types d'acceptation qui, à mon sens, peuvent permettre, de mettre en œuvre des projets et d'aller loin sur ces projets. Ouais, bah, c'est une belle leçon de quand même de volonté et
de détermination. Et est-ce que tu peux nous parler de tes futurs projets? Est-ce que tu es déjà en train de préparer quelque chose? Est-ce que tu peux en parler tant que c'est pas prêt? Je sais pas. Alors actuellement, sur l'année 2022, je prépare, les championnats du monde de 100 kilomètres avec, l'équipe de France, d'athlétisme qui auront lieu, D'accord, à Berlin et je prépare les championnats d'Europe, d'ultrafond avec, l'équipe de France d'athlétisme aussi, qui auront lieu à Vérone. Donc ça, ce sont mes 2 échéances, principales, dans le domaine du sport de haut niveau pour l'année 2022. Il faut savoir que, il n'est pas, possible de concilier, des échéances, dans le sport de haut niveau et des échéances dans le sport aventure, sur la même année parce que, ce sont 2 activités qui sont quand même très différentes et qui, demandent des, préparations, totalement différentes. Quand je pars, en expédition polaire, je me prépare, en chambre froide, je pars régulièrement, au Svalbard, en Norvège, durant plusieurs semaines. Je fais beaucoup de ski de fond, beaucoup de ski nordique. Donc c'est une préparation, principalement à base de froid et puis, il faut être, capable d'être un peu, une forme de couteau suisse, donc être multitâche. Dans le sport de haut niveau, on prépare, une fonction, c'est-à-dire qu'on prépare son corps pour, performer pour, une discipline en particulier. Donc c'est beaucoup plus spécifique et puis, quand on rentre d'expédition et qu'on est extrêmement, affaibli, il n'est pas possible d'atteindre un pic de forme dans les semaines, qui suivent pour, réaliser sa meilleure performance, dans le sport de haut niveau. Donc ce sont quand même 2 activités qui ne sont pas conciliables sur la même saison. d'accord. J'ai un parcours qui est atypique là aussi dans le sens où, enfin plus généralement, ce sont les sportifs de haut niveau qui ensuite se lancent dans le sport aventure à la fin de leur carrière. Pour ma part, j'ai commencé par le sport aventure et j'évolue progressivement vers le sport de haut niveau. Je suis encore, vraiment au début de l'aventure dans cette, activité-là. J'ai beaucoup d'objectifs qui me font vibrer, beaucoup de records qui me font vibrer, des objectifs de médailles aussi avec l'équipe de France et donc c'est atypique aussi d'avoir fait les choses dans ce sens-là. Je ne renonce absolument pas aux expéditions. J'ai beaucoup d'expéditions qui sont dans ma tête, mais que je pourrais mettre en œuvre, quand, j'aurai atteint certains objectifs dans le sport de haut niveau. Donc il est encore un peu prématuré pour évoquer ces projets d'expédition qui, à mon sens, verront le jour, dans 2-3 ans, je pense. D'accord. Et alors on n'a pas tellement parlé de ton féminisme, même si tu nous as dit que tu étais, tu as parlé je sais pas si c'est une association, mais c'est un groupe d'entrepreneurs, Marie-Éloi a fondé une entreprise, Bouge ta boîte et Femmes des territoires, c'est une association qu'elle a créée aussi qui, a pour objectif, d'accompagner, les femmes porteuses de projets. Donc c'est, un peu plus en amont par rapport, à Bouge ta boîte. Ce sont des femmes qui, ont pour objectif de créer une entreprise ou une organisation ou qui ont une idée mais qui n'ont pas encore, transformé cette idée en objectif. L'idée, c'est de faire en sorte qu'elles se, rencontrent, hein, ces femmes porteuses de projets, parce qu'on a, pris conscience que, les femmes réseautaient beaucoup moins que les hommes. Elles ont tendance à être de très, très bonnes élèves, à faire les choses à vouloir faire les choses bien. Donc elles passent de nombreuses heures, derrière leurs ordinateurs pour, finalement, créer le meilleur produit, le meilleur service qu'il soit. Finalement, elles se rencontrent peu parce qu'elles attendent d'être, absolument prêtes avant, de sortir de chez elles et de rencontrer, des clients potentiels, de rencontrer des partenaires, de rencontrer, des collaborateurs et donc l'objectif de ces associations, c'est de faire en sorte qu'elles puissent réseauter, qu'elles puissent se rencontrer de manière à aller un tout petit peu plus vite dans le montage de leurs projets. Parce que, beaucoup de femmes entrepreneurs, n'ont pas nécessairement, la connaissance des, différentes, méthodes de financement. Elles ne savent pas, qu'elles peuvent avoir accès à des prêts, bancaires, garantis. Elles ne savent pas qu'elles ont plutôt intérêt à créer un business plan, avant, de montrer et de parler de leur projet. Et tout ça, les ralentit dans leur création, d'entreprise. Et donc l'objectif de Femmes des territoires, c'est, de faire en sorte qu'elles aient accès à l'information, donc qu'elles se rencontrent, qu'elles rencontrent d'autres porteuses de projets qui ont déjà fait telle ou telle démarche et de manière à pouvoir aller, un tout petit peu plus vite, dans leur création d'entreprise. Puisqu'il faut savoir que la plupart des femmes, aujourd'hui, qui sont entrepreneurs, ne vivent pas, de leur, projet de création d'entreprise.
Et ça, c'est encore aujourd'hui un gros problème. Et la plupart des fonds qui sont levés par des startups sont des fonds qui sont levés par des startups créées par des hommes. Ouais, Donc, malheureusement. il faut vraiment agir sur ce sujet. Et toi qui as connu le milieu, des avocats d'affaires et qui connaît maintenant celui des explorateurs, dans quel milieu on trouve le plus haut niveau de sexisme? Alors, je pense que dans le sport aventure, on est quand même, à un très gros niveau, de sexisme. Après, dans tous les milieux, on peut rencontrer, enfin voilà, beaucoup de femmes qui veulent, qui ont l'envie de réussir, beaucoup d'hommes qui sont bienveillants. Puis, dans tous les milieux, on peut aussi rencontrer, des hommes qui, n'ont pas forcément, l'envie, d'intégrer les femmes. Ça, c'est vrai dans tous les milieux. Après, c'est vrai que dans le sport aventure, ce qui est particulier, c'est qu'il y a un rapport au corps qui est très fort. On a tendance à vouloir gonfler d'ailleurs les chiffres, parler de traîneaux qui pèsent 100-150 kilos, alors que dans un traîneau, on n'a que le strict nécessaire et il faut compter, 1,2 kilos, de nourriture par jour par personne. Donc, les traîneaux, font en général, 60, 80, 90 kilogrammes, mais, ils n'atteignent en général pas, les 150 kilogrammes. Mais, c'est très masculin de vouloir, mettre en avant cette force, cette puissance. Donc dans le milieu du sport aventure, c'est, compliqué, d'accepter que des féminines puissent, réaliser, des expéditions longues, des expéditions, qui nécessitent beaucoup d'endurance. Alors qu'en réalité, quand vous êtes, en plein désert polaire, vous êtes face à une nature qui est puissante et cette nature, elle est puissante, elle est plus forte que vous soyez un homme ou que vous soyez une femme. Peu importe votre préparation, quand vous êtes face à des vents, katabatiques, de 320 km/h, vous ne pouvez pas résister, que vous soyez un homme ou que vous soyez une femme. Quand vous êtes face à une crevasse de plusieurs, mètres de profondeur, vous ne pouvez pas survivre, que vous soyez un homme ou que vous soyez une femme. Donc, voilà, il y a pas de, il n'y a pas de différence entre un homme ou une femme. Il n'est pas question de testostérone quand on part à travers l'Antarctique ou à travers le Groenland. Maintenant, il est vrai que, on a, plus l'habitude de voir, des hommes. L'histoire, fait qu'on a plus de figures masculines. Donc, on a cette impression, parce qu'on est, finalement un peu, formaté, habitué à voir des hommes. On a cette impression que seuls les hommes peuvent parcourir, les déserts polaires. Donc quand une femme le fait, bah, ça paraît, étonnant et puis on a aussi peut-être cette envie, de cultiver l'image que seuls les hommes peuvent le faire parce que ça renforce encore plus, peut-être la difficulté, ça renforce encore plus, ça montre que les hommes qui ont pu le faire sont, finalement très, très forts et donc c'est quelque chose qui est assez fréquent dans l'univers du sport aventure. Après dans chacun des milieux, je pense qu'on peut Oui, rencontrer, bien sûr, mais c'est important quand même de c'est intéressant parce que pour moi, en tout cas, oui, enfin, le milieu des explorateurs, c'est sûr que enfin, je veux dire, tu es quand même dans le livre des records et c'est pas encore un métier ou c'est pas encore un domaine dans lequel je pense, les femmes, se voient forcément évoluer et en même temps, le milieu des avocats en droit des affaires, en FUSAC, pour moi, c'est pareil. C'était pas, en tout cas, les échos que je peux avoir autour de moi, c'est pas non plus, le milieu le plus, féministe, on va dire. oui effectivement, c'est Donc vrai que parmi les associés, il y a beaucoup plus d'hommes associés que de femmes associées, ouais, exactement. c'est vrai. Mais en tout cas, non, c'était, pour moi, c'était important d'en parler, donc merci d'y avoir répondu et on va passer aux petites questions, de la fin, de cette interview. Qu'est-ce qui t'anime, Stéphanie? Même si tu as déjà pas mal répondu, mais qu'est-ce qui t'anime? Ah, la passion de la vie. Mmh. Je crois que c'est la passion de la vie qui m'a amenée, à rester, curieuse, indépendante parce que, bah, j'aime la vie, je sais qu'elle est courte. J'ai, cette conscience qu'elle peut s'arrêter du jour au lendemain. Donc c'est ce qui a fait que, je me suis, mise en mouvement, rapidement sur, chacun, des projets que j'ai pu mener. Je ne les ai jamais laissés à plus tard, parce que, je sais que la vie est courte. Maintenant, il faut aussi, beaucoup de temps et on en a parlé, pour, atteindre ensuite ses objectifs. Donc autant se mettre en mouvement rapidement parce qu'il y a ensuite une question de temps long.
On ne peut pas non plus tout concilier, donc parfois on est quand même amené, à mettre des choses dans un coin de sa tête et puis à y revenir ultérieurement. Mais en tout cas, quand on fait quelque chose à l'instant T, il faut vibrer pour cette chose-là et quand on met quelque chose dans un coin de la tête, ben, il faut que ça ait du sens. Il faut qu'on le fasse parce que ce que l'on fait actuellement nous fait vraiment vibrer. Donc la vie est courte et c'est cette passion de la vie, qui, a fait que, j'ai, régulièrement, changé d'univers parce que, je me suis laissée porter, à chaque moment de vie par ce qui me faisait vibrer à tel ou tel moment et j'ai voulu à chaque fois aller, au bout des choses et quand, j'ai atteint ce que je souhaitais atteindre, quand, j'ai, atteint une meilleure connaissance de moi, une meilleure connaissance de l'environnement dans lequel j'évolue, j'ai parfois cette envie d'aller ailleurs pour, embrasser le monde, pour le connaître, dans sa plus grande diversité, même si j'ai bien conscience que je ne pourrai pas tout connaître avant la fin de ma vie, ça c'est évident. Mais j'ai envie de connaître le maximum de choses. Donc c'est cette passion de la vie, qui dépasse tout en fait, hein, plus D'accord. que les rêves et plus que le sport, c'est elle qui me guide au quotidien. Qu'est-ce qui te met en colère ou peut t'agacer? Alors j'essaye avec, le temps, d'être sereine. J'avoue que j'ai souvent été, agacée, plus jeune, en colère aussi. J'essaye, aujourd'hui, d'avoir un peu plus de sérénité, mais il y a des sujets, qui, évidemment, sur lesquels je suis un peu plus attentionnée. Je pense notamment, à l'écologie, au développement durable, le fait qu'aujourd'hui on n'interroge plus ce que l'on voit depuis toujours. C'est-à-dire qu'on est né, on a vu des choses autour de nous et on ne les interroge plus parce que notre regard s'y est habitué. Je crois que, parfois, il faut prendre du recul par rapport à ce que l'on voit. Alors c'est vrai que quand on part en expédition, ça facilite les choses parce qu'on est loin de l'agitation du monde pendant quelques semaines, quelques mois et donc quand on rentre, on interroge tout ce que l'on voit. On voit le monde différemment. Donc pour moi, tout ce que je vois tous les jours est, étonnant, surprenant, toujours, tout le temps. Tout ce que je vois écrit, tout ce que je vois, dans les médias, tout ce que je vois autour de moi, quand, je sors dans la rue, j'interroge tout. Et je trouve dommage que parfois on perde cette remise en cause, cette, indépendance d'esprit, donc voilà, c'est un sujet, qui peut parfois, m'agacer un tout petit peu, même si j'essaye d'être, moins agacée, plus sereine et de comprendre aussi pourquoi les choses sont ainsi. Le renoncement à être soi aussi, est quelque chose qui peut, m'agacer un petit peu, on peut toujours être soi et ou avant tout le vouloir et avoir conscience qu'on peut l'être et il faut surtout pas renoncer, ça me semble vraiment être important. D'accord. Est-ce qu'il y a une femme que tu aimerais entendre au micro de ce genre de fille? Bah, je parlais tout à l'heure de Marie-Éloi qui a créé, Femmes des territoires. Je crois que Ouais, c'est une qui est extrêmement, intéressante. Dominique Bail aussi, qui a créé l'association, Petit Prince. ouais, C'est une asso que je soutiens, lors de mes projets d'expédition et mes compétitions. Une association qui, a pour objectif, de réaliser, les rêves d'enfants malades. C'est une femme, extraordinaire qui n'a pas eu d'enfant, mais qui a eu, des milliers d'enfants à travers, l'association Petit Prince et elle a créé, vraiment un très, très, très gros projet. Donc c'est quelqu'un, qui a beaucoup de choses à raconter, et qui pourrait être, interviewé, sur le podcast. Et puis d'accord. après, nombreuses femmes, je pense que toute personne a énormément de choses, à raconter parce qu'on vit toutes des aventures. Les aventures, ce sont les aventures du quotidien. Ce sont, toutes ces fois où, on est en dehors de notre zone de confort, on a très envie d'y aller, mais on a des doutes. On se pose beaucoup de questions et puis au fur et à mesure de d'avancer sur ce chemin d'aventure, on apprend, on commence à maîtriser l'environnement et donc à être un tout petit peu moins aventurier et à pouvoir repousser ses limites et toutes ces choses-là, on le vit toutes. Donc toute femme, pourrait, raconter son parcours, que ce soit un parcours en entreprise, un parcours dans le sport, un parcours, projet familial. Je trouve que c'est hyper intéressant. C'est d'ailleurs pour ça que j'aime beaucoup passer du temps avec les entrepreneurs, avec toutes les personnes que je rencontre dans les différentes associations parce que, chacune a un joyau et il faut savoir en fait le voir aussi qu'on a tout un joyau, en nous et qu'on a toute une richesse et ça il faut prendre le temps de le voir, je pense aussi. C'est vrai.
Et la petite question de la fin, quel genre de fille es-tu, Stéphanie? Passionnée par la vie. Ouais. J'essaye aussi d'être persévérante quand je suis face à un obstacle, ce que j'appelle un contretemps. Je fais tout pour que l'obstacle ne gagne pas. Donc très déterminée, très tenace. Et puis j'aime aller aussi au bout des choses parce que quand on aime un domaine, j'aime bien donner le maximum de moi-même dans ce domaine. Ça a été vrai dans les études, ça a été vrai dans le domaine du droit, c'est vrai aujourd'hui dans le domaine du sport, parce que c'est la meilleure façon finalement d'être conquis par ce domaine qui nous fait vibrer. C'est le meilleur moyen d'apprendre sur soi, c'est le meilleur moyen d'apprendre sur le monde qui nous entoure. Donc je vais au bout des choses et puis j'essaye aussi de conserver un peu d'optimisme, même si parfois finalement on est face à pas mal de défis qui font que parfois on peut perdre le courage. Mais j'essaye quand même de voir dans chacune des choses que je rencontre tous les jours un peu de lumière pour garder cette force, cette énergie, puisqu'il est avant tout question d'énergie pour atteindre ses objectifs, pour vivre pleinement. Il n'est pas qu'une question de temps, c'est aussi une question d'énergie, avoir suffisamment d'énergie pour pouvoir le faire. Donc j'essaye de garder cette lueur d'optimisme au quotidien. Écoute, merci de t'être donné à fond pour cette interview. Et puis, je te souhaite plein de succès pour tes challenges sportifs à venir pour cette année. Et puis, j'ai hâte d'en savoir plus sur tes futures expéditions. Merci beaucoup, Merci Stéphanie. pour ton invitation. À bientôt. À bientôt. Au revoir. Merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, partagez-le autour de vous et sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas non plus à laisser un avis positif à propos de Genre de Filles sur vos applications de podcast. Pour ne rien manquer de Genre de Filles, suivez-moi @Anne-Laure Baratin sur Instagram. Si vous avez des compliments, des critiques ou des réflexions, n'hésitez pas. Merci à Marvin Marchand pour la musique du générique. Bonne semaine et à très vite. Salut!